Et tout de suite sur Sud Radio pour parler avec nous de la visite en Corse de Gérald Darmanin et de la prochaine visite d'Emmanuel Macron. Jean-Félix Acquaviva, député de Haute-Corse, bonjour. Bonjour. Alors, Gérald Darmanin a été en Corse hier et avant-hier. C'était pour préparer, dit-il, la visite d'Emmanuel Macron. Après 18 mois de discussion, il est question d'autonomie. Qu'est-ce que vous retenez finalement des déclarations de Gérald Darmanin et de cette première visite ? Écoutez, je crois tout simplement que nous sommes dans une dernière ligne droite avant une clarification qui doit être celle du président de la République. Et dans cette dernière ligne droite, il y a effectivement une attente des Corses, puisque l'Assemblée de Corse a délibéré sur un projet très concret et précis à 75% des élus. Donc l'institution elle-même a délibéré et a fait œuvre de propositions. Il n'y a pas deux propositions comme on l'a entendu. Il n'y en a qu'une de l'institution. L'autre, celle de l'opposition minoritaire, existe, mais n'est pas celle de l'institution. Et effectivement, aujourd'hui, nous recherchons un compromis politique, mais qui soit suffisamment fort pour qu'il soit conforme aux aspirations démocratiques réitérées des Corses, puisque nous sommes les élus d'une grande majorité de l'île, et ça c'est un point, et puis qui permet d'avoir un projet qui ne soit pas une usine à gaz, qui ne soit pas un plat de lentilles, qui soit quelque chose qui permet de mordre sur la réalité économique, sociale et culturelle, et qui fasse enfin rentrer la Corse dans une nouvelle relation avec la République, une solution politique globale, comme on l'appelle de nos voeux, pour enfin sortir d'un cycle et rentrer dans un autre. Mais est-ce qu'il n'y a pas, quand même, Gérald Darmanin parlait de deux lignes rouges, la Corse dans la République et pas deux catégories de citoyens. Est-ce qu'il n'y a pas là un blocage avec l'idée de la reconnaissance juridique du peuple corse et le statut de co-officialité de la langue corse ? Alors d'une part, je pense que s'il y a un blocage, il est plutôt culturel lié à la République jacobine. Et parce que je rappelle quand même que dans le droit constitutionnel français aujourd'hui, il existe une citoyenneté polynésienne, par exemple, et pourtant la Polynésie est encore dans la République française, il me semble. Il existe aussi une citoyenneté kanak, même si c'était dans l'optique d'un processus d'autodétermination, c'est un statut transitoire et qui existe. Et effectivement, la question de la langue corse, demande d'avoir une reconnaissance en droit dans l'espace public qui n'est pas satisfaisante. Mais là, je renverrai à ce que sont les débats internes, y compris au Parlement, sur la question de langue régionale. Je rappelle que la loi Paul Molac, par exemple, a été adoptée à une large majorité pour l'enseignement immersif des langues régionales, y compris contre l'avis du gouvernement et du ministère de l'Éducation de l'époque, il y a 3 ans. Donc ça veut dire bien qu'il y a un débat contradictoire au sein même de la société française sur l'appréhension des langues minoritaires, régionales, historiques, et qui tente à aujourd'hui devenir majoritaire pour ceux qui prônent la diversité. Donc je crois qu'il faut pas diaboliser ces débats-là. L'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. La reconnaissance d'un fait historique, culturel, ce n'est pas l'indépendance. Ça a déjà existé en droit constitutionnel français lorsqu'il y a eu des conflits politiques à essayer de mettre en perspective. Et il faut rendre hommage, par exemple, à Michel Rocard, qui a eu cette hauteur de vue. Malheureusement, on constate que n'est pas Michel Rocard qui veut. On le constate aujourd'hui encore 30 ans après, dans la façon d'avoir des hauteurs de vue pour voir sur le long terme. Et effectivement, il y a une réconciliation à faire entre ce qu'est historiquement la Corse, ce qu'elle veut continuer à être, la perspective d'avenir qu'elle veut avoir pour sa jeunesse, lutter contre la spéculation foncière immobilière, parce nous sommes face à une œuvre de dépossession massive qui n'est pas équitable, qui n'est pas équilibrée, qui est injuste et sur laquelle les insulaires face à laquelle vont se dresser. Et c'est pour ça que démocratiquement, il faut trouver une issue. Et comme nous voulons avoir des moyens d'agir localement sur la question des spécificités qui doivent avoir des règles propre pour résoudre les problèmes économiques et sociaux. Et cette façon-là de voir les choses peut s'entrechoquer effectivement avec une vision qui a toujours été technocratique, centrale, mais qui est un problème de voir l'égalitarisme et non pas l'égalité en droit. C'est un débat de fond qui pourrait ne pas concerner que la Corse d'ailleurs, sur d'autres territoires. Mais en Corse, aujourd'hui, nous sommes, à notre avis, à la fin d'un cycle où il faut avoir le courage du compromis politique. Et est-ce que c'est le moment, parce qu'on se rappelle des promesses en 2018 d'Emmanuel Macron, de l'inscription de la Corse dans un texte de révision constitutionnelle, est-ce que là, vous pensez que la prochaine visite du président de la République va être le moment de ces annonces et de ces avancées ? Je crois que depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, on a vu que la façon de traiter le dossier Corse a conduit à la pire des situations, qui a été l'assassinat à Arles d'Ivan Colonne, alors que les demandes de rapprochement des prisonniers étaient légion de 2017 à 2022, alors que nous avertissions en tant que parlementaires, en tant que de la Corse, qu'il fallait se mettre autour d'une table, régler les problèmes structurels de l'île face à la demande démocratique issue des urnes. Ça n'a pas été entendu. Les faucons ont gagné face aux colombes au premier mandat et nous ont conduit à la pire des situations en mars 2022. Ça aurait pu être beaucoup plus dramatique
Ça l'a été, le sang a coulé, les choses ne sont pas encore réglées, la responsabilité de l'État en la matière est écrasante d'un point de vue administratif, il y aura une enquête judiciaire en cours, il y en a même 2 enquêtes judiciaires en cours, donc nous verrons ce qu'elles donneront, mais globalement, politiquement, cette façon de gérer de manière guerrière la Corse a été catastrophique et la responsabilité en incombe à la gouvernance centrale, pas à ceux qui demandaient le dialogue pour trouver une solution politique. Aujourd'hui, on pense que dans les têtes, les chemins ont été pris pour comprendre qu'il fallait atterrir sur quelque chose d'équilibré, d'historique, de novateur, et maintenant qui dédiabolise les choses et qui permet de mettre en perspective. L'autonomie, c'est la règle pour les îles méditerranéennes. La Sardaigne, les Baléares, la Sicile, la Sardaigne et la Sicile sont des îles autonomes italiennes. Personne ne dit qu'elles vont avoir l'indépendance. Les Baléares aussi, c'est une île espagnole, ils ont un pouvoir normatif direct, fiscal, sur certains domaines qui leur permet d'avoir la responsabilité d'agir au plus près du terrain pour leur population et pour leur identité, le plus normalement du monde en Europe. Donc je crois que c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. Nous pensons que du côté du gouvernement, du chef de l'État, il y a eu l'appréhension d'un certain nombre de questions de manière différente aujourd'hui. Il y a une nécessité aussi d'avancer face à des conflits ici ou ailleurs, en Corse, en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, qui peuvent ressurgir faute de résolution de problèmes concrets de terrain qui créent des tensions, comme la dépossession foncière par exemple. Nous sommes aussi face à la fin d'un mandat de la Présidente de la République qui doit marquer son 2e mandat, ce qui est normal, et avoir du résultat. Nous sommes membres, en ce qui nous concerne, du groupe Elliott, qui a créé les conditions à l'interne de ce groupe de compréhension de la question corse, mais aussi avec d'autres groupes. Nous avons des liens à gauche, à droite, au centre, y compris auprès de la majorité présidentielle. Nous avons véhiculé cette notion d'autonomie. Elle est beaucoup moins diabolisée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Donc les conditions politiques globales de dire que finalement la paix en Corse, une nouvelle relation entre la République et la Corse mérite ce point d'équilibre historique, il nous semble que ça a bien cheminé. Nous ne sommes pas loin maintenu. Bien sûr qu'au fur et à mesure qu'on approche des annonces, de la façon de voir les choses, on peut, sur un chemin de crête, basculer d'un côté ou de l'autre. C'est le danger des tensions, des rapports de force, aussi des petites logiques politiciennes qui peuvent intervenir face à un problème dont il faut voir la résolution sur le court, moyen et long terme. Est-ce qu'aussi le temps judiciaire sur l'affaire de l'assassinat d'Ivan Colonne pourrait aussi rebattre les cartes en fonction des avancées des enquêtes ? Effectivement, puisque c'est un enquête judiciaire suivra son cours, il y a ce qui s'est passé à Arles est gravissime. Ce n'est pas simplement la rencontre fortuite entre 2 détenus qui a conduit à une agression mortelle, ce n'est pas ça qui s'est passé. Nous l'avons montré avec le rapport d'enquête parlementaire que nous avons réalisé, co-animé avec Laurent Marcange et le président du groupe Horizon. Il y aura des suites certainement administratives, des suites certainement pénales, il y aura des recherches de vérité beaucoup plus profondes que ce que laissaient entrevoir les hypothèses de départ. Donc effectivement, ce dossier-là va suivre son cours et nous serons évidemment attentifs en tant que parlementaires, en tant qu'élus de la Corse aussi. Mais en même temps, justement parce qu'il y a eu ça, qui clôture aussi 25 ans entre l'assassinat du préfet Claude Erignac et l'assassinat d'Ivan Colonne, d'un conflit grave sur les 25 dernières années, mais qui puise sa source dans la période contemporaine dans les 60 dernières années quand même. Oui. Il ne faut pas oublier l'histoire longue. Le conflit a été la règle, l'incompréhension la règle, les drames la règle. Je crois qu'il faut aujourd'hui que l'ensemble des responsables politiques, en Corse et ailleurs, aient cette hauteur de vue, de se dire que le moment est venu. Je prends toujours la phrase de Victor Hugo qui me paraît importante: il n'y a rien de plus puissant au monde qu'une idée dont le moment est venu. Il nous semble que l'idée d'une autonomie raisonnée, équilibrée, qui respecte l'identité de la Corse, sa langue, sa culture, qui s'inscrive dans une nouvelle relation dans la République française et dans l'Europe et dans la Méditerranée, nous semble que cette idée est venue. Et peut-être que dans 20 ans, on dira tout ça pour ça et que ça sera quelque chose de normal et de pratiquer normalement. Et voilà, comme toute idée qui devient normale au bout de quelques temps. Alors on continue de parler avec vous, Jean-Félix Acquavive, de la Corse bien sûr et de la future visite d'Emmanuel Macron. On va marquer une pause, on est sur Sud Radio et on se retrouve dans un instant. Sur Sud Radio et on continue de parler avec Jean-Félix Acquavive, député de Haute-Corse, de la prochaine visite d'Emmanuel Macron qui sera en Corse à l'occasion des commémorations des 80 ans de la libération de l'île de Beauté. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était en Corse ces jours-ci pour préparer cette visite, comme il le disait, et pour bien sûr mettre sur la table la question de l'autonomie, comme on en parlait à l'instant. Alors, il y a cette question également, Monsieur Acquavive, de la révision constitutionnelle. Est-ce que vous pensez qu'elle est possible rapidement et qu'elle aboutirait
suffirait finalement à satisfaire toutes les demandes aujourd'hui de l'Assemblée de Corse? Je crois tout simplement qu'il faut faire œuvre de volonté politique et avoir le même état d'esprit du côté du gouvernement et du chef de l'État comme du côté de la Corse. Nous souhaitons un accord d'abord entre le gouvernement et le chef de l'État et la représentation élue de la Corse, notamment dans son fait majoritaire, qui va au-delà de la majorité territoriale de la Corse. D'aucuns disent, et quelquefois Gérald Darmanin dit, il faut 100% de l'accord entre élus, sachant qu'il y a des élus qui sont minoritaires dans l'île, qui sont très réfractaires à des évolutions qui nous semblent nécessaires, même si on faisait le pas de compromis. Ça, ce n'est pas la démocratie. La règle de la 100%, ça voudrait dire donner la prime à ceux qui, même très minoritaires, seraient source de blocage permanent et donc contrarierait l'œuvre de compromis politique, parce que si nous avons une délibération qui est très sensée du 5 juillet dernier, sur lesquelles d'ailleurs des forces politiques ont fait des compromis, je pense des indépendantistes, sont venus sur l'autonomie clairement comme une concession. On peut encore évoluer, mais on ne peut pas aller à satisfaire le pouvoir de blocage donné à la minorité. Donc ça veut dire qu'il va bien falloir que le gouvernement, qui n'est pas un arbitre, qui est plus proche d'ailleurs de ces minorités-là sur le terrain corse en termes politiques, le gouvernement, Gérald Darmanin, est un acteur qui est en valeur politique est plus proche des formations libérales, des fois républicaines, même qui sont source de blocage dans l'île. C'est à lui aussi de faire preuve de conviction. On a un camp en face de nous, entre guillemets, dont il fait partie Gérald Darmanin, il est acteur et pas arbitre, et il faudra qu'il fasse évoluer cette position, parce que notre position, c'est de dire que le consensus politique, la convergence, oui, mais avec une majorité large, pas la règle du 100% qui soit source de blocage. Ça, c'est un premier point de difficulté, de vision des choses du côté du gouvernement, dont il faut qu'il sorte de sa zone de confort, clairement. C'est un premier point important pour arriver à un accord équilibré déjà entre la Corse et le gouvernement et le chef de l'État. Puis ensuite, effectivement, nous allons tous nous déployer pour la réforme constitutionnelle. Il est évident qu'il va falloir convaincre les forces politiques françaises. Nous avons un groupe parlementaire, le groupe Lyot, qui récemment a quand même compté dans le débat sur les retraites. Comme je l'ai dit, nous avons quand même quelques transversales et quelques relations sur la question corse, comme sur d'autres questions d'ailleurs, avec des groupes, y compris des groupes politiques parlementaires qui sont largement opposés à la majorité présidentielle, qui peuvent nous suivre et qui sont d'accord pour suivre sur la résolution de la question politique corse. Donc ça veut dire que nous avons intérêt, si l'accord politique est équilibré, à agir dans ce sens. Et il faudra aussi, de notre point de vue, que les Corses soient consultés pour avis par référendum pour avis, pour que l'on puisse avoir une réforme constitutionnelle qui prenne en compte l'avis des Corses. Parce que nous n'avons pas peur, en ce qui nous concerne, de mettre toujours la démocratie au centre de la résolution du problème. On ne pourra pas faire des arrangements en catimini entre forces politiques ou élus pour intérêt politicien de quelques catégories d'élus qui voudront tel type de mode de scrutin ou telle chose pour être représentés, pour essayer de tordre le cou à la fin à l'exécutif de Gilles Simeone. Il faudra mettre au centre du jeu toujours ce qui est noble et nécessaire pour rendre les choses lisibles, la démocratie. Donc consulter les Corses, et si le oui l'emporte sur un accord équilibré, il va bien falloir que les forces politiques françaises, comme ça a été le cas en Nouvelle-Calédonie, neutralisent un certain nombre d'enjeux et comprennent que le moment est venu. Parce que c'est un cheminement qu'il faudra adopter pour permettre cela. Mais aujourd'hui, le référendum auprès des Corses, il est possible dans les textes ? Il faut effectivement que la consultation pour avis des Corses est pour avis, est totalement possible aujourd'hui. Sur une question posée, ça a été le cas il y a 20 ans dans un autre, sur la fusion des collectivités, ça avait échoué de 500 voix dans un autre contexte politique qui n'avait absolument rien à voir avec aujourd'hui. Ça peut être fait encore aujourd'hui, évidemment. C'est un avis. Mais vous comprendrez bien qu'un avis des Corses favorable, par exemple, à un accord équilibré autour de l'autonomie législative, il faudra bien que les forces politiques du Parlement, qui certaines sont déjà très sensibilisées et favorables, comme je l'ai indiqué, puissent comprendre que le moment est venu à ce moment-là de déontologiquement, moralement, démocratiquement, de répondre enfin à cette question posée et le répondre en suivant l'avis des insulaires. Donc ce cheminement-là est très important pour éviter l'échec, pour éviter que la montagne accouche une souris, parce que vu les tensions qui existent sur un certain nombre de sujets en Corse, ça veut dire que la démocratie a échoué. Et c'est un mauvais message. C'est un mauvais message alors qu'il y a la dépossession foncière en cours, il y a la spéculation foncière, les jeunes ne peuvent pas se loger, c'est un mauvais message. Donc il faut que chacun fasse preuve de responsabilité. Il n'y a pas que les élus de la Corse. Et à partir de là, je crois que nous trouverions les voies et moyens de déboucher. Nous n'y sommes pas encore. Il est clair qu'aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est l'intention du gouvernement et surtout du chef de l'État.
C'est déjà une intention importante comme point de départ qui permettra de poursuivre la discussion, qu'il n'y ait pas de blocage sur la question parce qu'il faut savoir que la réforme de la Constitution permettra d'inscrire d'une manière la Corse dans la Constitution qui, selon l'intention du chef de l'État, permettra ou pas de continuer la discussion sur le contenu du statut de la Corse dans la loi organique, si la réforme est réussie, mais si la façon de prévoir la Corse dans la Constitution n'est pas satisfaisante de ce point de vue-là et tord le coup à la poursuite du débat, on aurait une crise. Clairement. Donc ça veut dire que nous sommes dans une logique par étapes. Il y a d'abord l'intention du chef de l'État et du gouvernement face à la proposition des élus corses très nettement majoritaire aujourd'hui, y compris partagé beaucoup plus qu'on ne le pense par de nombreux maires, présidents d'intercommunalités, par le corps social. Il peut y avoir encore des compromis politiques, mais pas sur l'essentiel. Il faudra chacun, y compris des forces minoritaires dans l'île qui étaient très arc-boutées, puissent sortir de leur zone de confort. Nous appelons de leur vœu qu'elles ne soient pas privilégiées dans une sorte de blocage, mais qu'elles sortent de leur zone de confort, parce que la paix vaut cela. La relation nouvelle entre la République et la Corse vaut cela, l'avenir de la jeunesse des Corses sur leur terre vaut cela, et pour le coup, la République française en sortirait largement grandie dans sa façon d'incarner ses valeurs, et non pas de les rendre toujours désincarnées ou déracinées, ce qu'on a pu voir sur d'autres domaines, comme les Gilets jaunes, comme la question de l'intégration. On voit bien qu'il y a un grand problème de désincarnation des valeurs de la République. Je ne veux pas rentrer dans un débat beaucoup plus global, mais quand même, la question corse mérite une résolution dans ce sens-là, et d'autres sujets, comme la Nouvelle-Calédonie le mérite aussi. Donc, nous sommes à l'épreuve des faits, à l'épreuve des volontés, à l'épreuve de l'état d'esprit, et surtout voir des hommes politiques et des femmes politiques qui ont les moyens de regarder sur le long terme et pas simplement sur un aspect de communication immédiat. Je crois que c'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Oui, mais justement, est-ce que c'est pas le risque d'avoir une déception qui là provoquerait sans doute de nouvelles tensions et puis un fossé entre des jeunes générations et cette discussion politique qui ne satisferait pas beaucoup de Corses finalement? Mais le risque est là. Le risque est là, notamment si on relativise le fait démocratique. Parce qu'on entend ici ou là, pour ceux qui ne voudraient pas avancer suffisamment, que oui, l'Assemblée de Corse, elle est élue, mais en fait, il y avait deux orientations présentes à l'Assemblée de Corse. Il n'y a pas eu le consensus. Non, quand une assemblée délibérante, un conseil municipal, un conseil communautaire d'une petite commune, une assemblée régionale et a fortiori une assemblée territoriale qui représente un corps électoral uni sur l'ensemble de l'île vote une délibération à 75%, au-delà de la majorité territoriale à l'exécutif de gestion, c'est une preuve de démocratie éclatante. L'institution a parlé. Donc il n'y a pas à relativiser. Quand on relativise, parce qu'on n'a pas la gestion du pouvoir et parce qu'on est minoritaire, quand on relativise le fait démocratique, il y a toujours un danger. Oui. La démocratie, c'est l'accepter qu'on soit dans l'opposition ou de la majorité. Prendre en compte l'avis de l'opposition, c'est ce que nous allons faire encore, bien entendu, mais dans le respect absolu des 75% qui se sont exprimés. Et ça, il faut que le gouvernement se l'applique à lui-même vis-à-vis de la Corse, comme les autres forces politiques, parce que c'est à ce prix de non tordre le cou à la démocratie, et y compris, entre guillemets, prendre le risque, parce que je ne crois pas qu'on prenne le risque à consulter le peuple, à demander l'avis des insulaires sur la question posée si l'accord est équilibré. C'est cela qui garantira justement le chemin et évitera les risques évidents dont vous parliez. Évident. Il faut avoir le même état d'esprit, de même arbitre. Et le même arbitre, c'est la démocratie et le peuple. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Félix Aquavive, d'avoir discuté sur Sud Radio avec nous de la question Corse et de la prochaine visite du président de la République. On suivra ça de près, bien sûr, et les annonces qui arriveront dans les semaines prochaines. Merci à vous. Merci à vous.